Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire que nous organisons aujourd'hui en partenariat avec l'APEC. Nous sommes très heureux de ce moment partagé. On va laisser encore quelques secondes aux inscrits pour nous rejoindre. Il y a déjà 430 personnes qui sont là. Nous sommes très heureux du nombre d'inscrits, plus de 1700 inscrits qui vont voir soit en direct, soit en replay le webinaire, ce qui montre bien sûr l'intérêt du sujet, ou en tout cas le fait que c'est un sujet qui est on ne peut plus d'actualité. Voilà, nous sommes donc très heureux de cette session avec l'APEC. En fait, nous nous sommes rapprochés avec l'APEC il y a déjà plusieurs mois de cela pour croiser nos regards, nos expertises, nos analyses critiques sur ce qu'on était en train de vivre, ce que les entreprises étaient en train de vivre en matière d'animation des collectifs de travail dans des contextes et des situations où les collectifs étaient étaient plutôt éclatés, tantôt en présence, tantôt à distance. Et on s'est demandé justement quel impact cela avait sur les pratiques managériales et les pratiques RH sur le long terme. Alors, en préambule, il est important de rappeler que ce phénomène de l'hybridation, tel qu'on l'appelle maintenant depuis la crise sanitaire, c'est-à-dire le fait d'avoir des équipes pas forcément réunies dans un même lieu, dans un même temps, n'est pas un phénomène nouveau. Il est absolument consubstantiel, on peut dire, au développement des technologies de l'information et de la communication, qui a rendu possible, celles-ci ont rendu possible le fait de pouvoir travailler à distance, sur site distant, dans un lieu tiers, ou même à domicile, ou encore en mobilité. C'est un phénomène qui, on l'a tous connu et vécu, s'est accéléré pendant la crise sanitaire et les différents confinements avec les stop and go que ça a pu provoquer, mais ces pratiques de travail à distance se sont considérablement accélérées et ça a fait du coup éclater pour un plus grand nombre d'entreprises que ça ne l'était avant la crise sanitaire cette règle des 3 unités qui est assez fondamentale pour nos organisations, on va dire, modernes, contemporaines, c'est-à-dire l'unité de temps, l'unité de lieu et l'unité d'action. Les équipes ne sont définitivement plus réunies toujours dans un même lieu, dans un même temps, pour travailler ensemble. Et ça nécessite de revoir de fait la manière dont on coordonne, dont on articule, dont on régule, dont on soutient le travail collaboratif en présence et à distance. Ce sont des pratiques qui sont très inégales d'un secteur à un autre, on le verra. Et pour l'instant, le management, les lignes managériales et a fortiori le management de proximité, on va dire, est en première ligne pour réguler et aujourd'hui rééquilibrer ces formes de travail-là. Mais du coup, cela fait naître différents risques et du coup quelques points de vigilance que l'on peut d'ores et déjà pointer. Nous avons donc réuni aujourd'hui pour creuser ces questions-là Emmanuel Kahn, avec qui nous avons travaillé, et Emmanuel et ses équipes. Bonjour Emmanuel. Bonjour Amandine. Donc, vous êtes responsable du pôle études au sein de la direction des données et d'études à l'APEC. Et puis Béatrice Sarrazin. Bonjour Béatrice. Bonjour à vous, bonjour à tous. Et donc Béatrice, vous représentez les équipes ANACT-ARACT qui se sont réunies aussi pour capitaliser sur ce phénomène du management à distance. Merci à tous les deux de venir nous partager les enseignements de vos travaux qui sont de différentes natures, il est important de le rappeler. D'une part, du côté de l'APEC, vous avez mené des enquêtes quantitatives par le biais de 2 enquêtes qui ont été portées en septembre 2021 auprès de 1000 entreprises ayant au moins un cadre et auprès de 800 managers. Et du côté ANACT, des travaux de nature plus qualitative où l'ensemble des intervenants du réseau ANACT-ARACT qui ont pu accompagner des entreprises dans le passé ou dans la période sur ces problématiques de travail à distance se sont réunis à plusieurs occasions pour partager leur retour d'expérience et mettre à jour les enseignements ou les points de vigilance qui pouvaient en être ressortis. Et vous avez, du coup, à travers ces échanges, pu identifier 3 entreprises qui étaient un petit peu emblématiques de ce qu'on était en train de voir. 3 entreprises qui sont d'abord une entreprise de transport qui s'appelle Brégé, qui réunit 800 salariés.
une entreprise de FineTech qui est située en Normandie, qui s'appelle Déjà Mobile, qui produit des puces pour cartes bancaires et qui a 40 salariés. Et puis une troisième entreprise spécialisée dans la gestion de la relation client qui s'appelle Comdata en Aquitaine et qui réunit 250 salariés. Béatrice, Emmanuel, je vais vous laisser en fait tout de suite la parole pour que vous ayez le temps de développer vos différentes analyses. Je précise juste à nos internautes participants que vous pouvez tout au fil des échanges et de la présentation partager vos questions dans le chat. Nous, on les note et ça nous permettra de revenir dessus, alors plutôt à la fin, mais peut-être aussi pendant. Mais sinon plutôt à la fin du temps de présentation. Voilà, Emmanuel, c'est à vous. Merci, Amandine. Alors, tous, c'est un plaisir pour nous de pouvoir vous présenter les résultats de cette enquête et de le faire conjointement avec l'ANACT. Cette enquête, en fait, elle fait suite à une enquête précédente qu'on a réalisée à l'APEC sur le télétravail des cadres vraiment au cœur du début de la crise, juste après les premiers confinements. Les salariés, les cadres en particulier, puisque c'est notre cible de prédilection, mais les salariés sur leur vision, leur perception du télétravail, leurs aspirations, leur envie de travailler, dans quelle proportion, etc. Et suite à cette enquête, s'est posée cette question du regard côté entreprise, côté manager, et c'est bien ce qu'on se propose aujourd'hui. Alors en 3 temps, hein, d'abord sur les pratiques des entreprises, quelle forme ça prend dans les entreprises ce travail hybride dont parlait Amandine, dans un deuxième le management et sur les managers, et puis un dernier temps un peu sur les perspectives qu'on peut déjà dessiner, les enjeux peut-être un peu pour la suite au-delà de cette période de crise sanitaire actuelle. Donc pour démarrer, d'abord, les pratiques côté entreprise, quelle forme ce travail hybride prend entreprise, des formes, on va le voir dans un instant, à géométrie variable et qui sont en train de se formaliser, mais qui ne sont pas encore formalisées dans toutes les entreprises. Alors, juste un... Voilà. Donc, si on démarre pour cette d'entreprises de toutes les tailles, de tous les secteurs d'activité, le premier constat assez frappant, c'est que la mise en place, ou en tout cas la pratique du télétravail, n'est pas le fait de toutes les entreprises, loin de là, c'est même le fait d'une minorité d'entreprises, hein, quand on les interroge en septembre 2021, c'est-à-dire toujours dans une période au sein de cette grande crise sanitaire que nous traversons, pas dans une période spécifiquement qui faisait l'objet d'une obligation ou d'une incitation forte de la part des pouvoirs publics à favoriser le télétravail avec un nombre de jours incitatifs, etc. Donc on est en dehors de ces périodes-là, et là on se retrouve avec, on va dire grosso modo, un tiers des entreprises dans lesquelles se pratique le télétravail, cet écart en termes de taille d'entreprise, avec vraiment des pratiques différenciées selon la taille, des pratiques beaucoup moins fréquentes dans les plus petites entreprises, hein, les TPE de moins de 10 salariés ou les PME de 10 à 250 salariés, et beaucoup plus fréquentes dans les plus grandes entreprises au-delà de 250 salariés. On voit ce à quoi il a été fait référence en introduction, des écarts sectoriels, hein, on voit dans ce que vous voyez pas forcément très précisément sur le visuel, mais ce secteur pour lequel le taux de élevé, c'est le secteur des services à forte valeur ajoutée, dans lequel on retrouve une grosse proportion de cadres. Donc c'est le secteur dans lequel on va retrouver des activités comme l'informatique, comme l'ingénierie, comme le conseil, des activités dans lesquelles le télétravail s'est beaucoup pratiqué ces derniers temps et qui sont typiquement plus familières du télétravail. Dans les faits, en termes de région, ça nous a donné des entreprises situées en Île-de-France qui sont plus souvent des services à forte valeur ajoutée, où on va retrouver notamment des sièges de grandes entreprises, etc., dans lesquels ce télétravail davantage pratiqué. En tout cas, à retenir que ça n'a pas été le cas de 90% des entreprises, loin de là, c'était à peine plus d'un tiers d'entre elles qui avaient mis ce télétravail hors contexte obligatoire, si j'ose dire. Du point de vue des accords qui ont pu être mis en place, pardon, là aussi, quelques constats importants qu'on peut faire.
La progression d'abord, par rapport à ce qui se faisait avant la crise et sur la base des données disponibles sur Légifrance, on voit cette progression assez importante de 30% de plus d'accords entre 2018 et 2019 qui était déjà en cours. Donc avant la crise, on avait déjà cette progression, mais une accélération sous l'effet de cette crise, plus 67% d'accords entre 2019 et 2020. Sur la dimension de l'évolution, c'est assez frappant. Pour autant, il faut raison garder, se rendre compte que mis en face du nombre d'entreprises françaises, évidemment, ça reste un nombre très faible, une part très faible d'entre elles qui ont mis en place des nouveaux accords sur le télétravail. Donc le niveau reste bas et pour l'instant, ça n'a pas été fort d'entreprises, ou en tout cas, ça n'a pas donné lieu à de nouveaux accords dans une grande proportion des entreprises. Alors sur la formalisation à proprement parler, on peut faire un peu le même constat. Alors, on ne fait pas du télétravail partout dans toutes les entreprises, et quand on en fait, là on parle bien d'une interrogation pour la part des entreprises dans lesquelles le télétravail se pratique, et on leur demande est-ce que ce télétravail est encadré formellement par des règles, par des procédures, un cadre clair, et on voit que c'est le cas d'une minorité d'entreprises qui pratiquent le télétravail que de l'avoir formalisé à ce jour, enfin au moment de l'enquête, en septembre 2021. Encore une fois, qu'il y a des écarts assez forts selon les tailles d'entreprise. Non seulement les plus grandes entreprises pratiquent plus le télétravail, mais quand elles le font, elles sont en proportion plus nombreuses à l'avoir formalisé, à avoir mis en place des règles ou des procédures. Et là aussi, on peut trouver quelques écarts selon les secteurs d'activité. Je crois, du côté interrogé, que vous avez eu également des retours sur cette dimension de la formalisation du télétravail. On va y revenir dans quelques instants et je crois qu'on a d'abord une petite question à vous poser, Amandine, c'est ça? Oui, voilà, on voulait en profiter d'avoir autant de monde dans ce webinaire pour vous demander justement, dans l'idéal, combien de jours par semaine souhaiteriez-vous personnellement télétravailler? Non pas peut-être ce que vous le faites aujourd'hui, mais ce que vous souhaiteriez faire. Et donc, juste à côté du chat, vous avez l'accès au sondage. N'hésitez pas à voter et on va prendre le temps de voir quels sont les retours. Est-ce que un jour, 2 jours, est-ce que quand on passe à 3 jours, on change d'équilibre? On laisse quelques minutes. Il faut quand même une réactivité à toute épreuve. Il faut voter maintenant. Donc, l'onglet est bien en haut à droite. Est-ce qu'apparaissent des résultats? Non? On commence à avoir des résultats, effectivement, qui commencent à rentrer. Et il y a, on voit petit à petit une tendance effectivement qui se dessine. Peut-être qu'on pourrait partager ces résultats parce que je crois que même si on a plus de voix entre les différentes réponses sont déjà assez claires. Je pense qu'on peut partager ces éléments. Voilà, ça y est, ils arrivent. Voilà, ils arrivent. Donc vous pouvez constater que quand on vous pose la question, l'idéal pour vous, c'est plutôt un rythme entre 2 et 3 jours Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans l'étude à laquelle je faisais référence tout à l'heure, qui a été faite auprès des cadres, c'est effectivement c'est que les cadres, les salariés, mais les cadres en particulier, souhaitent surtout pouvoir télétravailler à peu près la moitié de la semaine, c'est-à-dire entre 2 jours. On voit bien 2 jours et demi qu'on est autour de cette moitié de la semaine. La question qui va se poser, et j'y reviens dans un instant après les éclairages côté ANACT sur la formulation du télétravail, ce qui sera intéressant, le suspense est à son comble, ce qui sera intéressant, c'est de voir côté entreprise, quel est le regard sur ce nombre de jours de télétravail
et c'est pas forcément exactement le même que celui qu'expriment les salariés, que vous exprimez aujourd'hui ou que les cadres ont exprimé dans l'enquête précédente qu'on avait réalisée. Mais d'abord, éclairage, Béatrice, sur Oui. ces sujets de formalisation. Oui, tout à fait. Hein. Dans nos 3 entreprises, elles ont décidé, ces 3 entreprises, de formaliser le cadre du travail à distance et à présentiel. Et elles en font un objet de dialogue social dès le printemps 2020 pour la plupart. D'ailleurs, elles ont appelé nos associations régionales, hein, notre réseau, pour les accompagner en partie sur ce sujet-là. Et donc, elles aboutissent à une formalisation vers l'automne 2021. Il y a évidemment tout un travail, un cheminement qui se fait, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, chez Bréger, qui est le transporteur en Pays de la Loire, 800 salariés, on a un accord qui est passé à l'automne 2021. Et c'est d'autant plus intéressant chez Bréger qu'il est dans un secteur d'activité où le télétravail se pratique peu, puisque le cœur de métier, c'est des chauffeurs, ce sont des ouvriers de la logistique. Et donc là, l'accord, il s'adresse plus particulièrement à une minorité du personnel chez Bréger, donc les administratifs, les fonctions support, quelques directeurs d'agence. Et c'est intéressant de le voir parce que Bréger décide de leur amener quelque sorte par cet accord une forme de reconnaissance parce qu'ils ont des activités essentielles à l'activité cœur de métier et ça a été particulièrement visible pendant la crise sanitaire, c'est-à-dire qu'il a fallu organiser, continuer à avoir les factures qui arrivaient, à les dispatcher aux collègues qui étaient en télétravail. Hein. C'est Nathalie Le Gallo, qui est la responsable facturation, qui nous l'expliquait très bien. Donc, Mélanie Coupé, la DRH de Bréger, l'explique bien. Elle le dit en plus que c'est aussi une forme de rééquilibrage dans les relations sociales, puisque habituellement, les accords négociés chez Bréger le sont sur des sujets qui concernent plus le cœur de métier. Donc, il y a une forme de rééquilibrage et de reconnaissance pour les fonctions qui habituellement ne sont pas la cible de ces accords. Chez Comdata, donc Comdata, le centre de relations clients de 250 salariés, Comdata appartient à un groupe et c'est un accord groupe donc qui est signé à l'automne 2021. Et Elodie Ressac, la DRH, dit qu'elle s'appuie vraiment sur la dimension groupe, pour le coup, lui est très importante. Elle lui donne des outils, elle lui amène cet accord et, nous dit-elle, elle a les marges de manœuvre en local pour l'appliquer selon les activités au local. Donc, c'est intéressant de ce point de vue-là. Et puis, Déjà Mobile, donc la FinTech. Une FinTech, c'est une start-up qui travaille pour le domaine de la finance. Déjà Mobile, qui est une FinTech de 40 salariés, formalise le télétravail dans le cadre d'une charte qui est réalisée à partir d'un sondage et de groupes de parole qui sont mis en place dès le printemps 2020 quasiment et qui permettent d'afficher clairement une finalité de présence au bureau. On y reviendra, c'est une dimension importante chez Déjà Mobile. Et puis donc c'est notre encadré fil rouge dans nos cas, dans notre étude, fil rouge donc en vert, hein, puisque c'était la couleur qu'on avait choisi de décliner avec la PEC, mais dans lequel vous avez l'explicitation de ces des tenants et aboutissants de ces formalisations. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet, l'ANACT a publié un rapport sur les accords télétravail. C'est un benchmark autour de 50 accords, donc vous pouvez télécharger sur anact.fr. Voilà, donc ça renvoyait effectivement à une question aussi des modalités et des rythmes de travail. Et donc, nos internautes ont voté effectivement. On va peut-être revenir à ce sondage sur ces rythmes. Alors, Emmanuel. Oui, dans ce cas-là, je vais passer la slide. Du coup, la question qu'on se posait tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui se passe du côté entreprise? Et j'ai vu la question dans le chat. Hein, quand on dit côté entreprise, qui est interrogé? Alors, c'est des responsables RH, hein, en l'occurrence, et vous verrez
On a donc 2 cibles qui ont été interrogées dans cette enquête quantitative, soit des RH d'un côté et des managers de l'autre. L'enquête sur les salariés et sur les cadres, on l'avait faite par le passé avant. Là, auprès des RH, on a 41% des RH qui représentent chacun leur entreprise, qui nous disent être favorables au télétravail. Ça veut dire que c'est un peu qu'il y en a qui sont favorables mais qui ne l'ont pas forcément mis en place, mais ça veut dire qu'on est toujours sur moins de la moitié des entreprises ou des responsables ressources humaines qui se disent favorables à ce télétravail. Et pour répondre à plus spécifique qu'on se dit tout à l'heure, c'est à quel rythme est-ce que les entreprises ou les RH nous disent voir un idéal de télétravail, on est sur un rythme qui n'est pas si déconnecté, vous avez indiqué dans le sondage, et qui n'est pas si déconnecté de ce que nous indiquent les salariés ou les cadres, mais qui est un tout petit peu en dessous, avec plutôt entre 1 et 2 jours, plutôt que entre 2 et 3 jours. Donc on voit différence. On note aussi, là, vous voyez en bas à gauche sur le visuel que la part des entreprises favorables au télétravail, évidemment, varie avec la taille d'entreprise, hein, des résultats précédents que j'avais partagés. En tout cas, côté entreprise, on est, disons, partagé, mais quand on est favorable, c'est plutôt pour une proportion relativement limitée, entre 1 et 2 jours, et dans tous les cas, que ce soit côté salarié ou côté entreprise, et c'était le cas dans le sondage également, on a de gens qui s'orientent vers un télétravail à plein, c'est-à-dire vers ces 5 jours de télétravail, et on voit régulièrement cette envie de garder à minima un jour de présentiel. Je crois que c'est une question qui se posait aussi dans les rencontrées, Béatrice. Oui, exactement, hein. Toutes nos situations ont veillé à conserver des jours en présentiel et elles se posent cette question. Alors, c'est très intéressant, c'est chez Déjà Mobile, hein, la fintech de 40 salariés qui se pose cette question-là autour de l'intégration des nouveaux entrants. Et effectivement, on se souvient tous et on a une pensée pour les personnes qui ont démarré dans une entreprise au moment du confinement en mars 2020 ou un peu avant, ou en tout cas au moment de la crise sanitaire. Il y a des vrais enjeux d'intégration qui se posent et Déjà Mobile, elle est particulièrement confrontée à cela puisqu'elle a une équipe managériale extrêmement jeune en termes d'expérience, puisque 12 collaborateurs ont moins d'1 an d'expérience en mars 2020, donc 12 collaborateurs sur 40, c'est important. Et puis, Camille Lixon, la DRH de Déjà Mobile, nous le dit, hein, et insiste sur cette dimension-là. Elle dit aussi le bureau, il ne doit pas seulement être le lieu des conditions où on trouve des conditions matérielles de travail, mais aussi, il y a aussi le lieu de repère de la culture d'entreprise. Et elle insiste beaucoup sur la qualité de la présence. Et ça nous a effectivement, puis on avait eu aussi d'autres entretiens qui nous avaient amené à cette question-là. On a formulé un point de vigilance autour de cette question de est-ce que réellement on peut construire une culture d'entreprise et du sens commun hors les murs de l'entreprise. C'est une question et c'est toute une réflexion que mène du coup Déjà Mobile dans son cheminement en 2022 sur une réflexion sur le bureau de demain. Et puis très pratiquement, hein, Déjà Mobile par rapport à son activité, donc FinTech, groupe projet, elle organise la présence en 3 déclinaisons, on peut dire ça comme ça, avec une présence projet le lundi, une présence entreprise le jeudi, et puis il y a 2 jours de présence par mois, laissée à la main du management pour réunir ses équipes en présence selon les besoins. Donc des marges de manœuvre qui sont laissées ici aux managers. Donc c'est important de le dire. Chez Breger, donc le transporteur, 1 à 3 jours de télétravail maximum sont prévus, donc ce qui sous-tend au moins 2 jours de présence. Et puis chez Comdata, le centre de relations clients, c'est une bascule importante puisque c'est 1 jour de présence par semaine qui est prévu par la charte dans des équipes qui étaient jusqu'alors peu habituées au télétravail. Donc, au printemps 2020, quand l'ARACT Nouvelle-Aquitaine accompagne cette entreprise,
c'est à la sortie du confinement et le sondage qui est réalisé et les entretiens avec les managers montrent que eux, ils préfèrent clairement la présence sur site, qui est plus propice, disent-ils, à l'accompagnement côte à côte. C'est comme ça qu'ils l'expriment en tout cas. Donc c'est pas neutre pour cette entreprise et c'est moins qu'on puisse dire, et ça bouscule les pratiques, ça les transforme. Les managers de Comdata le disent bien. Voilà, Emmanuel, je crois qu'on poursuit sur du coup ces pratiques qui sont quelque peu réinterrogées par ces organisations. Tout à fait. Et d'ailleurs, on a pas mal de questions, je crois, dans le chat, ou pas mal de commentaires sur la distance, l'écart qu'il peut y avoir entre le regard des RH et le regard des managers, avec chacun des expériences selon les entreprises dans lesquelles vous êtes ou que vous connaissez. Et c'est vrai que dans l'enquête, on a souhaité quels effets de ces transformations sur les managers et sur le management, sur les managers eux-mêmes, dans leurs tâches qu'ils réalisent, mais aussi sur les pratiques managériales. Et vous le constat, c'est que ça a quand même, c'est une transformation forte qui a bousculé les managers et qui a amorcé une transformation de leurs pratiques. Alors on va voir deux. Mais la première chose quand même qui saute aux yeux quand on fait cette enquête, alors nous on a eu un volet qualitatif et un volet quantitatif, donc on a aussi pu parler plus en longueur que par des questions comme ça à des managers qui nous ont raconté leur expérience, et ça corrobore un peu. Je suis désolé, apparemment le format des slides a été un petit peu transformé par le média qu'on utilise peut-être, mais du coup le premier constat qu'on peut faire, c'est effectivement que les managers ont rencontré de vraies difficultés. C'était une vraie source de difficultés, pas forcément le fait d'être en télétravail, mais le fait de transformer les habitudes. Et du coup, ce management, certains sont en télétravail, certains sont en présentiel, pas forcément en même temps, etc. Ça a été une source de difficultés importantes pour les managers, avec, à noter, plus grandes équipes se sont dit encore plus à la peine que d'autres. Et quand on analyse en détail, on a aussi les managers plus récents qui ont moins d'expérience du management, qui semblent aussi avoir rencontré davantage de difficultés à cette transformation. Alors, quel type de difficultés ou quel type de charges supplémentaires est-ce qu'ils ont pu connaître? C'est vrai qu'il y a cette question de la charge et plus spécifiquement de la surcharge que ça a pu représenter pour les managers, et c'était assez flagrant dans tous ceux qu'on a et dans l'enquête, c'est qu'il y a eu une surcharge à plusieurs niveaux. Une surcharge à la fois sur la gestion RH et administrative de tout ce télétravail, sur l'animation d'équipe, le suivi individuel de l'activité, donc un peu sur tous les plans du travail des managers. Il y a eu, vous le voyez sur la partie en rouge, plutôt une augmentation de la charge sur les différentes dimensions, même si dans certains cas, il y a pu y avoir une diminution, ce qui nous indique que il y a assez peu d'aspects de la fonction managériale qui n'ont pas été touchés par ces transformations. Donc ça a été touché le plus souvent avec une augmentation, donc avec une surcharge pour ces managers, mais plus largement, ça a rebattu les cartes sur la place de ces tâches et sur l'importance de ces managers. Et ça a été sans doute d'autant plus une charge importante que, comme on le disait tout à l'heure, ça n'a pas forcément été réalisé dans les entreprises. Et du coup, les managers eux-mêmes sont loin d'avoir tous reçu des consignes ou des directives claires sur lesquelles ils auraient pu se reposer ou s'appuyer pour organiser le télétravail. Et parmi les cadres parmi les managers qui ont dans leurs équipes des personnes en télétravail régulier, il n'y a que 39% d'entre eux qui disent avoir reçu des consignes claires, sans doute de la part des RH, pour mettre en place, pour organiser, coordonner ce télétravail. Là encore, 39% n'ont pas reçu ces consignes, et en fait, c'est une majorité dans les TPE et une minorité dans les grandes entreprises. Sont, pour le cas général, reçus des consignes plus claires dans les grandes entreprises, et il y a un peu plus de flou sur le process qu'ils doivent mettre en place dans les entreprises. Donc 39% des managers n'ont pas reçu de directives claires de la part des RH sur comment organiser le télétravail, ce qui participe
aussi à rajouter de la charge. Sur le point de vue des repères, de la perte de repères du côté des managers, ça aussi qui ressortait de façon évidente des échanges et des propos des managers, on le voit sur différents aspects. Alors sur la vision de l'activité, alors là aussi vous avez qu'une partie du texte qui s'affiche à l'écran, mais visibilité sur l'activité de chacun, cohésion d'équipe, facilité à échanger en individuel. On a plutôt eu d'impact négatif, mais ça a aussi pu avoir des impacts positifs, et c'est beaucoup plus rare, vous voyez, c'est beaucoup plus rare que ça n'ait eu pas d'impact sur ces aspects. Donc ça a bousculé les repères, souvent davantage de difficultés, mais globalement, ça les a de toute façon bousculés, que ce soit en positif ou en négatif, et avec des enjeux d'équipe qui émergent, je crois, Béatrice, de votre côté également, dans les entreprises que vous avez rencontrées. Oui, tout à fait. Le sondage numéro 2. Oui, voilà, petit intermède à nouveau. Voilà, d'après vous, l'essor du télétravail a-t-il plutôt augmenté, diminué la fréquence des réunions d'équipe? Alors, dites-nous comment vous avez vécu ça de votre côté, ou comment vous avez l'impression que ça a pu évoluer aussi autour de vous. Alors, toujours à droite de l'écran, onglet sondage. On laisse encore quelques secondes. Est-ce qu'on est bon pour afficher les résultats? Alors, je crois on doit commencer. On a quand même pas mal de réponses, des réponses assez partagées. Je pense que ça serait intéressant de regarder. Et comme on l'a fait précédemment, partager ces résultats et ensuite faire un petit détour et revenir ensuite aux résultats qui proviennent de l'enquête. Donc, si on peut partager les résultats. Voilà, ils s'affichent. Il s'affiche. Très bien. Donc, vous nous dites, la plupart d'entre vous, vous nous dites que ça n'a pas eu d'effet à votre sens sur les réunions, à 46%. 37% nous disent qu'ils pensent que les réunions sont devenues plus fréquentes. Et 17% qu'elles sont devenues moins fréquentes. Écoutez, je vous donnerai rendez-vous dans quelques pour vous dire ce qu'il en est dans l'enquête qu'on a menée auprès des managers et ce que nous expliquent les managers interrogés. Alors, hop, là, c'est bon. Donc, est-ce qu'on tire de tout cela quelques points de vigilance, oui, pour les managers, parce qu'on voit bien que... Alors, on repartait donc effectivement, oui, dans nos trois photographies d'entreprise, nous permettent de tirer des points de vigilance. Alors, évidemment, sur la régulation de la charge de travail et l'organisation des coopérations dans les équipes. Pour la question de la charge de travail, elle se posait déjà souvent de manière aiguë avant la crise et elle est évidemment exacerbée par celle-ci et puis par l'organisation mixte présentielle-distancielle ensuite. Donc, pas s'adresser toujours aux mêmes, faire coopérer les salariés entre eux, c'est une vraie gageure effectivement pour les managers et au sein même des équipes. Alors, chez Déjà Mobile, par exemple, il y a un retour d'expérience qui est organisé Déjà Mobile, donc la FinTech de 40 salariés. Je vais le redire un peu de temps en temps, les secteurs d'activité, parce que sinon, c'est décontextualisé, mais on n'est pas sponsorisé par ces entreprises. Je le dis, on ne fait pas de publicité pour elles, mais je recontextualise à chaque fois, c'est important. Donc, la FinTech Déjà Mobile qui réalise un retour d'expérience pour faire remonter les situations difficiles. Donc, la question de la charge, évidemment, elle remonte fortement et elle est traitée dans un espace de discussion dédié. Donc, ça, c'est important. C'est un des retours d'expérience qu'il permet. Chez Comdata, donc le centre de relations clients, l'expérimentation qui est menée avec Comdata
dès le printemps 2020, soulève des points de vigilance évidemment aussi autour de cette régulation de la charge à distance des chargés de clientèle, notamment quand il y a des appels difficiles à traiter. C'est un point d'achoppement pour eux. Et puis, il y a une adaptation à la pratique professionnelle qui est à faire, évidemment, mais la réflexion sur la charge liée au travail à distance était lancée du coup chez Comdata avant la crise sanitaire. Et puis effectivement, ça pose des questions d'équité et de marge de manœuvre données au management pour assurer cette équité de traitement. Et on peut se poser cette question-là chez Bréger à moyen terme, avec des fonctions qui d'un côté ont la possibilité de télétravailler et puis de l'autre des fonctions qui ne le peuvent pas. Et c'était toutes les questions aussi des travailleurs de première ligne, si vous vous souvenez bien, lors du printemps 2020, ceux qui pouvaient travailler et puis ceux qui étaient sur le terrain, les caissiers, les caissières, les soignants, les chauffeurs, etc. Donc, même si Bréger, on le redit, le présente bien comme un rééquilibrage pour les fonctions support, effectivement, à terme, ça peut poser des vraies questions. Puis, cette équité de traitement entre les équipes et au sein même des équipes, d'ailleurs, parfois, pour les managers, c'est des vraies questions de marge de manœuvre aussi auxquelles qu'ils peuvent avoir pour permettre cette équité de traitement. Voilà du côté, alors j'avais mis des petites citations effectivement des entreprises qui montrent bien que c'est un vrai sujet pour tous. Et puis chez Comdata, ça a quand même permis de mettre, certains managers ont mis en place des points d'équipe quotidiens au début de chaque journée et ils ne le faisaient pas forcément avant la crise sanitaire. Voilà. Alors, merci. Alors, point central du management par l'essor du télétravail, c'est le curseur autonomie-contrôle. Comment est-ce qu'il s'est vu transformé par l'essor du télétravail? Je l'ai dit tout à l'heure, les repères ont été bousculés. Là aussi, sur ce curseur-là, on voit bien que les managers ont bougé sur ce sujet-là. Alors, le plus souvent en accordant plus d'autonomie par le passé à leurs équipes en lien avec le télétravail, mais aussi dans certains cas, vous voyez, pas négligeable, 25% des managers qui nous disent qu'ils ont plutôt mis en place davantage d'activité versus les 48% qui ont mis en place davantage d'autonomie. En tout cas, ça nous donne une écrasante majorité des managers qui ont fait bouger leur position sur la part d'autonomie et la part de contrôle qui mettent en place dans leurs équipes. On voit bien que le cœur même de la fonction managériale a été affecté, a été bousculé par l'essor du télétravail. Alors, pour essayer de combler la distance que crée ce télétravail, ou en tout cas que crée cette transformation, et en plus dans une période particulière, les managers ont cherché à faire, et c'est la réponse au sondage tel que posé un échantillon représentatif des entreprises qui emploient des cadres, ils ont cherché à faire davantage de réunions. Alors, il y a une partie non négligeable, et vous l'aviez bien senti dans le sondage, il y a une négligeable des managers qui nous indiquent qu'en fait, ils ont maintenu le rythme et la fréquence des points individuels ou des réunions d'équipe, mais quand ils l'ont modifié, c'est pour les rendre plus fréquentes, donc plus fréquentes sur les points individuels, plus fréquentes également sur les réunions d'équipe. Écho aussi à ce que vous constatez dans les entreprises interrogées, Béatrice. Oui, tout à fait. Tout à fait. Nos trois terrains font complètement écho à ce constat de l'APEC, avec jouer sur ce curseur confiance, autonomie et contrôle. C'est une vraie question, que ce soit chez Bréger, Déjà Mobile ou Comdata, Déjà Mobile qui l'aborde avec ses managers. Alors, la question, elle est évidemment pas simple, et elle pose la question aussi de l'autonomie des managers eux-mêmes, ces fameuses marges de manœuvre qu'on évoquait déjà tout à l'heure, pour sortir eux-mêmes de contraintes qui pèsent sur eux.
Et puis, ça peut aussi effectivement poser des questions de repositionnement pour le management. Alors, ça ne s'exprime pas tout à fait de cette façon-là dans nos terrains, mais par exemple, chez Breger, Mélanie Coupé nous expliquait qu'elle avait effectivement organisé un comité de direction pour faire remonter les difficultés et les leviers sur lesquels aussi s'étaient appuyés les managers, et qu'elle avait constaté à cette occasion-là que des managers avaient vraiment besoin d'être repositionnés sur une dimension un peu plus stratégique de leur poste, parce qu'ils ont été énormément en soutien opérationnel. Et c'est aussi ce qu'on a pu constater à travers d'autres entretiens qu'on avait eus, où les managers en première ligne durant la crise ont été dans un soutien opérationnel très fort. Et vous le dites bien dans votre enquête, Emmanuel, et si bien que chez Breger, par exemple, il a fallu aider les managers à se repositionner et à sortir pour le coup un peu, pas complètement parce que c'est important qu'il y soit, mais un peu du soutien opérationnel pour redonner une dimension plus stratégique à l'activité managériale. Donc par exemple, c'était un directeur d'agence qui allait décharger les camions et qui a été énormément dans ce soutien-là à ses équipes, et qui avait du mal à revenir sur son cœur de métier avec la dimension plus stratégique. Alors, on peut imaginer que ce rééquilibrage-là, il ne s'est pas trouvé que chez Breger, qui est en question, et que ces bouleversements des fonctions, là, ça a pu reconfigurer très diversement le management, avec pour certains peut-être une vraie satisfaction, et puis pour d'autres plus de difficultés, plus de frustration. Donc, comme pour le reste, ça se discute avec les directions et les équipes. Ça, c'est un point évidemment essentiel pour nous, ce qui n'empêche pas les managers, Emmanuel, d'être plutôt favorables à la poursuite du télétravail. Effectivement, quand on les interroge sur leur point de vue général sur le télétravail, on a plutôt une majorité des managers qui se disent favorables. Je ne sais pas si on va avoir le slide qui va s'afficher, Béatrice. Alors, je sais. Ouais. Ce serait super, voilà. Merci. Donc, du coup, quand on les malgré les difficultés rencontrées, malgré la surcharge de travail, malgré le bouleversement de tous leurs repères, les managers qui ont des télétravailleurs dans leurs équipes aujourd'hui sont, face au quasi unanime, favorables à la poursuite de ce télétravail. Alors, encore plus dans les grandes entreprises dans lesquelles on a déjà formalisé un peu plus de choses, dans lesquelles de toute façon il y a en général et plus de process sur le télétravail également, plus d'accords, etc. Et même dans les plus petites où on fait du télétravail, les managers sont favorables à ce que ça se poursuive. Alors c'est ce que vous voyez en bas du visuel. Pour autant, c'est pas parce qu'ils sont favorables dans toutes les circonstances et de toutes les façons. Ils nous disent quand même que ça leur pas de la même façon à tous les profils, à tous les métiers, à toutes les tâches, qu'il faut quand même pouvoir un petit peu ajuster en fonction des cas de figure. Alors à tous les profils, qui trouvent ça souvent plus adapté au cadre qu'au non-cadre, même s'ils trouvent ça adapté au non-cadre quand même, plus adapté au profil senior qu'au profil junior, même si pour les profils juniors, ça leur semble globalement quand même. Et puis plus à certains métiers qu'à d'autres, ou on pourrait dire à certaines tâches qu'à d'autres, parce que parfois, ça peut être certaines tâches au sein d'un métier qui sont plus télétravaillables, alors que d'autres le sont moins. Devoir catégoriser tous les métiers d'un côté ou de l'autre d'une discussion entre télétravaillables ou non télétravaillables, absolument. Ça leur semble pas forcément adapté à tous les profils, et notamment, c'est intéressant, petite précision, quand on les interroge sur leur rôle de manager à eux, est-ce que le télétravail adapté à tout ce que fait un manager, il y a des choses intéressantes qui apparaissent, et ils nous disent notamment que pour toute la partie informelle, tous les échanges transverses entre pour l'accès à l'information stratégique, ils trouvent que pour eux-mêmes, en tant que manager, c'est beaucoup plus simple d'être en présentiel que d'être à distance. Pour autant, sur tout un ils voient la possibilité d'être en télétravail, et ils le font d'ailleurs dans des proportions non négligeables. Il y avait par ailleurs, donc ils sont favorables à ce que ça se poursuive. Et il y avait une question dans le chat tout à l'heure qui disait que peuvent faire les RH pour aider les managers dans cette transformation.
relativement radicale, une des choses, c'est probablement de travailler sur le registre des formations, la chose peut-être qui vient plus facilement à l'esprit. Et quand on interroge les managers eux-mêmes, déjà relativement par toutes ces transformations, mais ils sont quand même volontaires pour pouvoir bénéficier de formations pour apprendre à faire ce qui est nouveau pour beaucoup d'entre eux, c'est-à-dire manager à distance. Alors, on a mesuré beaucoup de façons différentes, de formes différentes de formation sur différents aspects, mais globalement, on a par exemple des managers qui ont à encadrer des télétravailleurs, qui sont preneurs, qui seraient preneurs de formation sur le télétravail. Ça a été mis en place dans les entreprises, mais parfois, il y a des entreprises dans lesquelles il y a déjà un certain nombre de formations qui sont en place. Et je crois, Béatrice, que dans les 3 entreprises que vous avez rencontrées, il y avait des formations? Oui, c'est absolument, c'est le point de départ souvent de la réflexion d'ailleurs. La formation du management, elle est nécessaire et effectivement nos 3 entreprises passent par cette première marche importante avant d'élargir la réflexion. Mais effectivement, chez Bréger par exemple, c'est une formation en e-learning sur le management à distance qui est proposée dès le printemps 2020, mais c'est le prémisse aussi à une réflexion plus large. Et puis, en particulier aussi chez Comdata, où c'est des formations qui sont mises en place non seulement pour le management, mais aussi pour les équipes, évidemment, c'est aussi un point important. Et puis, ça sera le début aussi de la réflexion menée sur l'organisation de demain. Avec un petit point de vigilance que nous signale Nathalie Le Gallo chez Bréger, qui est la responsable facturation et on n'était pas au mois de janvier. Donc Nathalie Le Gallo, elle dit attention, la situation hybride, elle peut perdurer ou elle peut se réimposer plus ou moins abruptement du fait de la situation sanitaire. Donc, continuer à se former et se former aussi aux outils numériques. Il y a quand même aussi un grand besoin là-dessus. Elle exprimait des besoins d'avoir aussi de la visioconf, des choses qui paraissent peut-être un peu évidentes aujourd'hui, mais qui ne l'étaient pas tant que ça il y a encore peu de temps. Et puis continuer aussi à accompagner la discussion sur le travail, bien sûr. Donc, une première marche essentielle pour nos 3 entreprises en passant par ces processus de formation. Alors, Ou Emmanuel. Oui. On continue sur. Tout à fait. Je pense qu'on a juste un instant, on a probablement sauté la version précédente. Effectivement, donc la question qui se pose sur la base du constat auprès des entreprises et du constat qu'est-ce qui peut se passer par la suite, et notamment à l'issue de cette période qui, tout en n'étant pas aussi atypique que les périodes de confinement, reste une période qui n'est pas un rythme de croisière classique du point de vue du télétravail, parce qu'on a encore un certain nombre de contraintes ou qui sont liées à la situation sanitaire, avec la présence dans les bureaux, avec les transports, etc. etc. Donc, le premier constat pour comment on se prépare l'avenir, et je pense qu'il est probablement une des informations majeures qu'on voulait partager avec vous, s'il fallait retenir probablement une chose, c'est de dire que les entreprises qui font du télétravail, elles sont encore peu nombreuses à avoir fait le bilan de ce télétravail avec les différentes parties. Dans l'enquête, on leur pose des questions favorables. Est-ce que vous tirez un bilan positif de ça? On leur fait faire le bilan individuellement, mais ce bilan au sein de l'organisation, en mettant autour de la table l'ensemble des parties pour tirer des formats de télétravail qui ont été mis en place pour pouvoir réfléchir à la suite, ça a été fait par une minorité d'entreprises. Un tiers de celles qui ont autorisé le télétravail hors contexte obligatoire ont fait un bilan ou ont fait un retour sur expérience, et on le voit, c'est très clairement plus les grandes entreprises que l'ont fait, les plus petites qui l'ont assez peu fait. Alors elles l'ont parfois fait un petit peu avec les managers et les RH, un petit peu moins encore avec les représentants du personnel avec qui elles n'ont pas pu faire ces retours. Le temps du retour sur expérience n'est pas encore arrivé dans beaucoup de ces entreprises, et c'est quand même une question
pour pouvoir voir comment les choses vont évoluer, de s'interroger un instant sur ce qu'il s'est passé et quelles conséquences ça a pu avoir. Un des sujets qui nous intéresse tout particulièrement à l'APEC, c'est ce sujet des RH, c'est notamment la dimension du recrutement. Et là, on voit bien, hein, si vous regardez sur la partie ensemble, alors là, ça a été, je ne sais pas pourquoi, mais ça a été là aussi écrasé, vous ne pouvez pas lire en entier. Sur la partie de l'ensemble des entreprises interrogées ou des RH interrogés, on leur demande si elles voient le défi RH que pose sur les différents aspects des RH, donc en relations sociales, en pilotage du temps de travail. On a une proportion non négligeable qui voit des transformations importantes, mais c'est surtout l'entreprise. Les plus petites ne le voient pas nécessairement encore. Sur le registre du développement des compétences, on le voit en partie, mais pas encore énormément en dehors des grandes entreprises. Et sur le recrutement, c'est là où on le voit à ce jour dans les entreprises, même dans les grandes entreprises, c'est la minorité qui voit le défi que ça représente ce télétravail. Alors même que quand on interroge les cadres, hein, si je fais référence aux autres sondages, aux autres enquêtes qu'on peut avoir en cours, on voit que pour les candidats, c'est un critère très important d'attractivité des entreprises que de savoir quelle forme de télétravail est mise en place, quelle forme de management, quelle autonomie est-ce qu'il faut avoir en accédant à cette entreprise ou au poste qui est à pourvoir. Et ça peut devenir un critère de sélection dans une période où les difficultés de entreprises sont fortes et dans lequel les candidats pourraient avoir à choisir entre plusieurs offres. La question du télétravail peut être un vrai sujet pour le. En tout cas, les entreprises ont pris le temps de faire ce bilan dans l'ensemble en mettant autour de la table toutes les parties prenantes. Elles n'ont pas encore pris le temps non plus d'interroger en conséquence que ça peut avoir pour différents aspects de l'entreprise, notamment pour l'aspect RH et plus spécifiquement le recrutement. Je crois que cette question du retour sur expérience, Béatrice, c'est une question qui vous tient à cœur également. Tout à fait, qui est un de nos points de vigilance forts, hein, effectivement, avec nos 3 entreprises qui ont réalisé des retours d'expérience dès le printemps 2020, hein, pour la plupart. Donc chez Bréger, qui le font dès la sortie du premier confinement. Et donc, je le disais tout à l'heure, c'est une des premières marches aussi de la réflexion sur leur organisation mixant présence et distance. Et je le disais aussi, donc je ne répète pas, il y a eu un comité de direction dédié aux managers aussi pour faire ces retours d'expérience. Comdata a la même démarche et elle va continuer à la mettre en œuvre avec ses managers pour débriefer de leur nouvelle organisation hybride et puis voir comment elle reconfigure les pratiques managériales. On l'a vu chez Comdata, il y a une vraie différence entre un jour de présence sur site et puis le reste en télétravail qui ne se pratiquait pas autant auparavant. Donc ça bouscule beaucoup le management. Et puis Déjà Mobile réalise un sondage, donc c'est une forme de REX quelque part, dès le printemps 2020 et met en place des espaces d'échange et d'écoute réguliers suite à ce premier REX. Donc, c'est une première forme de démarche exploratoire et on peut imaginer que si elles l'ont fait une fois, 2 fois, elles vont être à capacité de le refaire. Et c'est effectivement un sujet qui nous tient à cœur dans le réseau puisque c'est un des premiers espaces où on peut parler du travail et de ce qui s'est passé pendant de ce qui se passe dans ces organisations hybrides. Et puis effectivement, dernier point de vigilance qu'on peut tirer de ces expériences, alors qui sont pas des belles histoires, hein, attention, on a choisi des entreprises qui avaient eu une démarche, qui ont effectivement essayé d'explorer le sujet au printemps 2020, mais effectivement, il faut
il faut que chacun chemine et les expérimentations, elles vont être faites surtout sur 2022. D'abord dans le cadre du suivi des accords et puis parce que les retours d'expérience vont être faits au fil de l'eau et on le redit quand on a entrepris nos études à l'automne 2021, on trouve des entreprises qui sont quand même effectivement un peu au milieu du gué, hein, tout est en cours de construction avec des nouveaux équilibres à trouver, hein, qui est un terme qu'on a choisi ensemble parce que c'était vraiment ce qui ressortait de ces explorations-là. Et elles vont expérimenter et ajuster en fonction des REX au fil de l'eau et par rapport au suivi des accords. Évidemment que si les managers sont à l'initiative de ces expérimentations, c'est le mieux qui puisse arriver, qu'ils y soient associés des acteurs clés de ces nouvelles organisations. Et ce qu'on voulait dire sur effectivement, il n'y a pas de recette miracle, hein. Encore une fois, chaque entreprise doit faire son chemin. Comme le soulignait le DG de l'ANACT, quand on a sorti cette étude, chaque organisation, chacun doit poser les termes de son organisation hybride, mais ça ne se fera pas d'un coup. Voilà, il faut prendre le temps de le faire. Et puis finalement, au fond, la vraie question, c'est le travail à distance sous toutes ses formes. Sans imposer nécessairement le travail à domicile, mais le travail à distance est sans doute le sujet à explorer le plus fondamentalement désormais. Voilà, Amandine. Emmanuel. Moi, vous m'entendiez pas. Oui, j'étais en train de vous remercier très chaleureusement pour avoir présenté. Alors, le temps est toujours compté, mais ça a permis quand même d'exposer un certain nombre de pistes et de points d'analyse. Et il me semble, comme vous le pointiez très, très judicieusement, on est face à une transformation vraiment profonde et on voit combien elle est organisationnellement profonde, c'est-à-dire qu'elle touche à de très nombreuses caractéristiques de l'organisation du travail, relativement à la charge, relativement aux horaires de travail, relativement aux équipements, relativement au mode de coopération, de coordination, à l'occupation des lieux, etc., etc. Et que donc tout ça, est en train de se discuter lentement. Et du coup, je rebondis aussi sur une question ou une réaction qu'il y a eu dans le chat en disant pourquoi il y a une telle différence, aussi c'était eu égard au premier sondage, entre les attentes des salariés parfois et puis les postures ou les positions des directions de l'autre. Mais peut-être qu'on est face aussi à des changements donc profonds, culturels aussi, que vous l'aviez posé, il y a des problèmes de marge de manœuvre à disposition. Qu'est-ce que les managers aussi ont la possibilité de faire? Des problématiques d'encadrement de ces transformations et de formalisation. Il n'y a pas d'accord partout, il n'y a pas de charte partout, il n'y a pas de discussion de ces formes-là partout. On a pointé aussi à de nombreuses reprises des problèmes d'équité entre ceux qui peuvent télétravailler et ceux qui ne le peuvent pas. Donc, comment est-ce qu'on fait coexister ces différentes populations aussi de manière acceptable pour tous? Et puis, vous le pointiez aussi à la fin, les problématiques d'inégalité de travail sur site distant, voire à domicile. C'est pas forcément souhaitable de pousser le travail à domicile pour des gens qui n'ont pas les environnements adéquats, familiaux ou ne serait-ce que d'un point de vue des espaces. Donc tout ça pour dire que le problème est complexe et que sans doute, en effet, on est qu'au milieu du gué et qu'on va continuer à voir comment s'opèrent ces transformations. Et merci aussi aux internautes pour les différentes réactions que vous avez pointées dans le chat. N'hésitez pas maintenant aussi à livrer vos questions si vous avez des questions directes. Mais en tout cas, je retiens parmi vos réactions, je l'ai dit, les problèmes d'équité de traitement. Alors, je ne sais pas si on a les réponses aujourd'hui à ça, mais qu'est-ce qu'on fait quand on a une population qui peut télétravailler et l'autre pas? Comment est-ce qu'on ajuste ça? C'est une question piège. Alors, vous posez la question? Je pose la question, est-ce que vous avez des bouts de réponse?
Ben, on imagine qu'il faut en discuter, mais voilà, et qu'il faut le poser sur la table. C'est ce qu'ont essayé de faire nos 3 entreprises. Alors encore une fois, avec leurs propres contraintes, leurs propres liées à leur secteur d'activité, etc. Mais c'est vrai qu'on l'a pointé. Ça peut être un vrai point d'achoppement. Ne pas hésiter à le mettre sur la table très vite quand il se présente. Mais voilà, encore faut-il que les managers aient cette possibilité de le faire. Autre question aussi, alors qui n'est pas plus évidente, est-ce que la distance interroge le lien de subordination? Est-ce que de fait, quand il y a travail à distance, il y a remise en question du lien de subordination? Alors on peut se dire que, voilà, je ne sais pas si vous souhaitez y réagir. Alors, nous, du point de vue des enquêtes qu'on mène, la question se pose pas tout à fait dans ce dire est-ce qu'on arrive toujours à travailler ensemble et à entretenir au moins une forme de lien? C'est la première question, hein, et ça, on a bien vu qu'il y avait une augmentation des points d'équipe, des points fréquents et d'avoir ce lien individuel et collectif qui se maintient. Après, on l'a vu, les choses se transforment autour de l'autonomie et du contrôle, et comme c'était pointé, se transforment, ou plutôt sont en train de se transformer, avec peut-être probablement pas une forme définitive, encore bouger. Et du coup, c'est peut-être pas en termes de est-ce qu'il y a toujours autant, plus ou moins subordination, mais quelle forme prend cette managériale, effectivement. Et c'est une question qu'il faudra suivre dans le temps, hein. Ça me semble vraiment tôt pour arriver à répondre à ces sujets-là. En tout cas, la hiérarchie n'a pas disparu et les rapports managériaux n'ont pas disparu avec la distance. Une autre question, par exemple, quel impact du télétravail ou du travail à distance sur les locaux, sur les espaces? Est-ce qu'il est direct? Béatrice, peut-être? Alors dans nos situations, il y a effectivement une de nos entreprises qui travaille sur le bureau de demain avec cette dimension impact sur les espaces, mais en ayant la réflexion, et c'est un exemple que je pointais tout à l'heure en disant attention aussi à quand même garder des lieux où ne serait-ce que par rapport à l'intégration de nouveaux entrants, et c'était déjà Mobile qui avait cette réflexion-là. Attention à garder quand même des lieux où on se retrouve, où on forge cette culture d'entreprise. Et là aussi, mais clairement, la question va se poser sûrement dans beaucoup d'entreprises, mais voilà, avec ce point de vigilance qui est que tout ne peut pas se construire hors les murs de l'entreprise. Donc voilà, pour nous, les entreprises qu'on a suivies étaient plutôt sur ce point de vigilance-là. Mais alors ça, voilà. Il y a eu plusieurs messages de ce type-là qui insistaient sur la capacité des managers à retisser du lien, et en particulier à tirer parti des temps de présence pour bien travailler cette question du lien. On a plein de sujets, mais c'est vrai que là encore, je n'ose pas vous les poser en tant que tel parce qu'il n'y a pas de réponse directe. Comment est-ce qu'on assure une meilleure prévention des risques psychosociaux, justement, quand le travailleur est à distance? Ça, c'est un vrai sujet. Quand on le voit moins, quand potentiellement aussi il y a une proximité physique qui est rompue, comment est-ce qu'on peut être alerté? Enfin, quels peuvent être les signes ou le système mis en place pour être alerté de risques psychosociaux potentiels? Là aussi, c'est tout des dispositifs de prévention à revoir, sans doute. Oui, puis ça a été assez particulier. Enfin, cette question, en fait, elle a été assez particulière pendant le plus fort de la crise, si j'ose dire, dans lequel beaucoup d'entreprises ont cherché à avoir du contact plus fréquent, notamment pour les sujets d'isolement, de santé aussi, par leurs salariés qui étaient touchés par le virus, par les salariés plus âgés qui étaient plus sujets à des formes graves, etc., etc. Donc c'est vrai que ça a pris une forme particulière pendant une crise sanitaire, avec certains risques psychosociaux, notamment liés à l'isolement, qui étaient forts. Mais il semblerait que ce soit une question dans le cadre de ces retours sur expérience, c'est-à-dire de comment ça s'est fait, et à interroger sur une forme de
de pérennisation, effectivement, qui soit entretien, nous, qu'on a mené, c'est une question qui est soulevée en disant parce que tout le monde n'est pas dans le même cas de figure, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Il faut qu'on arrive à suivre les gens, donc à ce suivi individuel plus régulier, pour essayer de détecter des cas de figure. Mais pour autant, c'est encore très spécifique à un moment particulier qui n'est pas encore. Donc on n'a pas encore pensé complètement le sujet des risques psychosociaux, il me semble. Je ne sais pas si Béatrice, il y avait un complément. Non, mais en écho à ce que vous dites, Emmanuel, effectivement, les premiers retours d'expérience, ils ont permis souvent de faire s'exprimer des situations individuelles aussi qui pouvaient être compliquées. Et puis, il ne faut pas oublier de s'appuyer sur les représentants du personnel, hein, quand il y en a dans l'entreprise, ce sont des acteurs clés dans ces démarches-là et qui peuvent aider à accompagner chacun et chacune sur ces sujets-là. En tout cas, ce sont des acteurs auxquels il ne faut pas hésiter à faire appel quand on en a, évidemment. Ensuite, c'est après dans le rapport avec le N+5, ça se joue également. Et peut-être sur ce sujet, puis ce sera peut-être notre mot de la fin, plusieurs internautes ont mentionné la nécessité de la confiance, tout en mentionnant que la confiance ne se décrétait pas, et fortiori dans les relations interindividuelles où entre le manager et le collaborateur. Voilà, la confiance est peut-être du coup à considérer sous un angle beaucoup plus collectif, voire organisationnel, c'est-à-dire quelles sont les possibilités de discussion contradictoires éventuellement, ou la possibilité aussi de construire une confiance collective, voilà, dans un fonctionnement collectif. Et c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de questions. Il y a des éléments de réponse, hein, que vous trouverez dans les rapports, hein, les versions complètes des rapports, je crois, pour lesquels vous avez eu les liens. Et puis, je crois que le support aussi est disponible sur le bouton du haut, je crois. Enfin, il y a quelque part où on peut télécharger le support pour ceux qui auraient envie d'y revenir par la suite. Et voilà, en effet, vous pouvez télécharger les différentes études et documents que nous avons pu citer pendant cette session. Eh bien, grand merci. On a perdu Béatrice, mais elle se reconnecte. Voilà. Grand merci Béatrice et Emmanuel pour vos deux présentations croisées. Merci à vous et puis à bientôt parce qu'on n'a sans doute pas terminé de parler de ce sujet.